Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de mes œuvres du mois. On va parler des œuvres que j'ai découvertes courant du mois de mai. Dinguerie, je commence à enregistrer le 1er juin. Donc il y a des chances que l'épisode sorte assez tôt, je vais pas me jeter l'œil mais j'aimerais bien. D'autant plus que j'ai que 29 œuvres à présenter ce mois-ci. Parce que j'ai été très très calme, notamment au niveau film. Le reste c'est habituel, mais niveau film, on était très très calme. Parce qu'on a 4 comics, 9 films, 2 jeux vidéo, 13 mangas et une série à traiter. Donc ça va être normalement l'épisode le plus court très largement. On est bien en dessous de l'habituel, on est genre à 15 œuvres de l'épisode précédent qui était bien le plus bas déjà. Pas en durée, mais en nombre d'œuvres. Parce que ouais, je sais pas où le temps est passé au courant de mois de mai, mais j'ai pas réussi à live beaucoup. Ce qui fait que j'ai un retard monstre sur les VOD. Là, ça fait 4 jours sans VOD en une semaine. J'ai pas regardé beaucoup de films, et pourtant, le mois est passé vite. Est-ce que c'est la recherche d'emploi, la routine, le sommeil et les YouTube qui m'ont pris beaucoup de temps ? Ah, peut-être, on sait pas. Bref, terminons cette intro en bonne et due forme. N'hésitez pas à me partager vos avis sur les œuvres dont je vais parler, ou à me partager ce que vous avez découvert au courant du mois de mai. C'est compliqué de parler des œuvres de juin, hein, vu le peu de temps qui s'est écoulé. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti. Comme à chaque début de mois, j'ai ouvert le bal en m'achetant 3 comics de la collection Marvel Must Have. Ce qui fait que petit à petit, je commence à découvrir l'univers des comics Marvel. Avec des trucs choisis par la maison des idées mêmes pour être mis en avant. Parce que c'est normalement des bonnes séries ou des bonnes portes d'entrée ou des trucs importants pour les personnages. J'ai donc commencé le 11 mai par le volume intitulé New X-Men E comme Extinction. Et j'ai pas passé un moment particulièrement plaisant au global. Tout d'abord parce qu'il y avait un chapitre à l'horizontale, ce qui est une idée originale qu'on voit pas beaucoup, mais c'est tellement peu pratique à lire. Alors peut-être qu'avec un autre format de bouquin, ça peut être pratique, mais un gros bouquin rigide comme ça, lire à l'horizontale, je suis pas convaincu de fou. Et déjà c'était un peu relou à lire ce chapitre-là. C'est une histoire centrée pour beaucoup sur le fait de dévoiler les secrets des X-Men au grand public, parce que l'image publique des X-Men est ultra importante, parce qu'ils représentent les rejetés de la société, mais qui en même temps font tout pour essayer de la sauver et de libérer les droits des opprimés. Et même si là leurs secrets se voient dévoilés alors que normalement ils cachent depuis le début, on a très très peu de conséquences. J'ose espérer que ça apparaît dans la suite du run, et donc dans l'arc suivant qui n'est pas dans cette compilation-là. Mais comme ça, c'est assez étrange, parce que c'est le fait d'être dévoilé, ça apparaît au milieu de cette compilation, et derrière, il n'y a aucune conséquence sur ça. En même temps, la fin du volume, c'est une grosse défaite pour eux, parce que l'un d'eux est remplacé par la méchante du début du volume, et semble partir pour un plan plus de conséquent, et absolument personne n'est au courant. Donc c'est compliqué effectivement de donner des conséquences ou de montrer que les X-Men ont perdu ou sont en difficulté, si même eux ne savent pas qu'ils ont perdu. Alors il y a un petit peu le côté ironie dramatique, hein. On connaît, tu vois, mais ça reste assez limité. J'ai trouvé l'équipe plutôt sympathique, parce que c'est pas les mêmes membres d'équipe que dans les précédentes compilations X-Men que j'ai pu lire. Donc plutôt cool d'en voir d'autres, de voir d'autres synergies émerger. Mais également ici aussi, c'était assez vide au final.
parce que ces X-Men n'avaient pas tant de choses que ça à raconter ensemble ou seuls, alors que le groupe des X-Men, ça fait partie du groupe le plus simple pour traiter plein de sujets différents dans tous les sens et raconter vraiment des choses, quoi. Donc c'est très dommage. Mais j'ai un petit peu aimé le passage avec le fauve et son nouvel élève avec un bec. Ils sont mignons, ça finit difficilement, mais ça raconte un petit truc sur le fait d'être contrôlé par l'ennemi, et de faire des trucs que tu veux absolument pas faire, et d'essayer de lutter pour mais de rien pouvoir faire, et en même temps t'as celui qui subit, qui accepte et qui te laisse faire parce que t'es contrôlé, et c'est mignon. Et t'as Charles Xavier qui est en galère de manière un peu décevante. Bref, j'ai trouvé ça, l'histoire plutôt bof. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais j'ai pas passé un moment excellent. Le 12 mai, j'ai lu Captain America, le New Deal. C'était ok. C'est littéralement le premier comics post-11 septembre, donc un sujet hyper important pour les États-Unis. Leur image est très attaquée, leur sécurité, beaucoup de questionnements soulevés par cette attaque. Et donc, prendre le premier sujet lié à ça dans un comics, c'est ultra important. Tout à fait normal que ce soit Captain America qui s'en charge, vu qu'il représente littéralement les États-Unis. Mais en même temps, je trouve que ça pousse pas trop loin. Alors, sans doute parce que j'avais que 1 an, presque tout pile, quand l'événement a eu lieu, et que j'ai 24 ans de recul maintenant. Sans doute que ça joue. Là, c'était très peu de temps de recul après, donc c'était peut-être compliqué de pousser plus loin directement. Mais là, ça paraît presque trop simple. Parce que au final, Captain America se pose plein de questions sur cette nouvelle guerre et ce nouveau type de guerre. C'est bien. Parce qu'évidemment, c'est pas pareil. Les guerres armées en face à face et les guerres à distance qui détruisent les civils et les symboles. Ah, ça n'a rien à voir. Et évidemment, ça pose des questions. En tant que symbole de la paix et du pays attaqué, ça pose des questions. Et évidemment, ça dit que c'est horrible parce que ça allait largement plus. Alors, j'allais dire attaquer les civils plutôt que des soldats qui sont ok pour faire la guerre. Est-ce que tous les soldats sont réellement ok pour faire la guerre ? C'est peut-être une autre question, ça. Mais voilà, vous voyez l'idée. C'est quand même pas pareil d'être sur le champ de bataille et de mourir en se battant que d'être en train de travailler et de mourir en étant dans sa routine quotidienne. C'est pas pareil. Ça parle des vrais héros aussi, ça j'aime beaucoup quand ça fait l'effort dans cette collection. Parce que les héros de la vie quotidienne, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les sauveteurs sont mis en avant dans cette histoire parce que c'est quand même plus pratique que des super-héros pour chercher les blessés, rassurer les victimes et faire tout ce travail proche. Donc ça marche bien. Et c'est en même temps très patriotique de la part des auteurs d'être en mode oui, on était en danger, mais oui, on a un petit héros du quotidien qui nous sauve la vie. Pendant que Captain questionne l'absurdité de cette guerre en face à face. Donc la construction globale est plutôt ok. On a beaucoup de civils qui sont pris en compte dans le volume. Et donc ouais, toute la construction était pas trop mal, même s'il y avait des moments un peu vides. Mais alors c'est le final que j'ai pas aimé du tout. Parce qu'il se retrouve face à un groupe ennemi armé, et il parle 3 secondes et il gagne. Et pas en mode c'est finalement pas une grande différence avec les autres guerres en fait. Parce que quand tu prends tout le tome à expliquer que les batailles, les conséquences, les dangers sont pas les mêmes, terminer ça de la même façon avec un truc un peu vide, c'est très contradictoire. Et je pense que sans ça, on n'aurait pas été face à un tome moyen, mais face à un tome bon. Donc c'est dommage. Enfin, pour conclure cette trilogie de Marvel, le 13 mai, j'ai lu Spider-Man Blue, qui était un bon tome. J'ai trouvé ça donc très cool, assez logiquement, si c'est un bon tome pour moi, ça paraît plutôt cohérent. On n'a pas les origines du tisseur, et pour une fois ça fait du bien, parce que j'ai l'impression de les avoir vus
et lu de très nombreuses fois, bien sûr, de très nombreuses fois, et ça commence à faire beaucoup, on va pas se le cacher. D'autant plus que l'histoire était plutôt prenante. On a Spidey qui affronte vraiment plein d'ennemis différents dans cette compilation-là, à cause de Kraven et du bouffon qui se foutent bien de sa gueule. En fait, Kraven envoie plein de méchants différents pour essayer de récolter les données pour savoir quels sont les points faibles de Spidey et comment le défoncer au final. Et le bouffon a l'introduction de tout ce plan et après disparaît un petit peu. Mais en même temps, il est un peu là en filigrane en se demandant est-ce qu'il reste un danger, quand est-ce qu'il va réapparaître, et ça marche bien. Et en plus, ce bordel côté Spidey, c'est en même temps le bordel côté Peter Parker, parce qu'il essaye de gérer en même temps et MJ et Gwen, qui sont très accaparantes et très spéciales toutes les deux. Donc essayer de gérer les deux ensemble, c'est compliqué. Et en même temps, essayer de faire avec sa nouvelle popularité, qui fait que Flash l'apprécie un peu plus, qui fait que Harry se rapproche de lui, et donc son père qui il est. Donc il y a plein de sujets en même temps dans ces deux corps principaux et Spidey, donc ça marche très très bien. Et évidemment, le volume s'appelle Blue, parce que il y a déjà eu ça avec deux autres personnages avant, je crois, donner une couleur et donc un ton principal à sa série. Et ici, le blues fonctionne très bien, parce qu'on suit un Peter Parker bien plus vieux, qui fait des enregistrements audio pour parler à son amour perdu. Et donc là, le blues est très très fort. Après, dans l'histoire centrale, on le voit moins. En même temps, tu peux pas être dans le blues directement. Le blues, c'est quand t'es dans le passé, c'est quand tu repenses à tes regrets et à ce que t'as perdu. Et ça marche bien avec les couleurs bleues du temps actuel aussi. Est-ce que ça c'était une blague sur la météo qui était pas du tout bleue ? Et est-ce que du coup ça passe vachement moins bien ? Mais c'est débile, c'était une blague sur la météo 2 semaines avant. Bizarre. J'ai passé un très bon moment et en plus il y avait des belles refs. Genre à un moment il sauve Flash et ça fait référence à une des premières couvertures de Spidey où il voltige dans la ville avec un civil sous le bras, si je ne m'abuse. Très bien. Et enfin, j'ai lu le volume 1 de The Boys le 26 mai et j'ai trouvé ça moyen. Ça faisait un moment que le comics The Boys me faisait de l'œil parce que j'ai regardé la série avant la sortie de la saison 3, que j'ai rattrapé après quand elle est sortie aussi, et j'apprécie beaucoup. Il y a un très bon travail sur les personnages, j'aime beaucoup le fait que, hormis certains qui sont vraiment très très cons, les autres essayent un peu d'être gris, et ça j'aime beaucoup. Et ouais, c'est fun, ça marche bien. Mais je vais pas la foi de me lancer dans le comics vu le prix des gros volumes. Et là, il y a une version de poche qui est sortie, intégrale en 7 volumes, avec un prochain volume en juillet, si la mémoire est bonne. Donc, je me suis dit, je le prends, donc dans ma librairie, pendant que je prenais mes mangas du mois. J'ai lu, et c'était plus long que prévu. Est-ce que c'est parce que j'ai vu la série avant ? Peut-être. Est-ce que c'est parce que l'histoire date de 2006 et que ça a pris un petit coup de vieux par-ci par-là ? Peut-être. Est-ce que c'est les deux en même temps ? Sans doute. J'aime beaucoup le style graphique de la série. Oui, donc c'est ce que je vous ai dit. J'aime beaucoup le style et les propos de la série. Voilà, c'est la mise en place que j'ai mis sur mon amour pour la série. Et là, dans ce premier volume, c'est assez bizarre parce qu'on ne voit pas du tout les 7, donc le groupe de super-héros le plus connu et le plus en vogue. Et c'est étrange parce que c'est eux qui portent beaucoup des réussites de la série. J'adore A-Train, j'adore The Deep, je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est comme ça dans la série. Parce qu'ils sont un peu gris, ça marche bien. Et là pour l'instant on les voit pas, donc il y a un gros manque à rattraper de ce côté-là. Et même du côté des Boys, ça brille pas plus que ça dans le comics pour l'instant.
On voit beaucoup Yui, parce qu'il arrive dans l'univers, donc il apprend tout. Il se pose beaucoup de questions sur le bienfait des actions de Butcher. Il se pose beaucoup de questions sur le bienfait de ses propres actions, parce qu'il se fait droguer, donc il devient surpuissant, donc il tabasse des super, et il en tue un. Et après, donc il y a quand même quelques questions sur est-ce que c'est vraiment à eux de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit de les tuer? Ça paraît fort, tu vois, comme action. Parce que oui, là, ils se tapent vraiment les boys. Tous drogués, tous à fond, tous violents. Et ouais, du coup, c'est un peu dommage. On a que Yui qui est un personnage pour l'instant. Et du coup, ça rend pas passionnant leur action qu'ils ont pour l'instant. Après, j'ai plutôt apprécié le fait de les voir se battre eux-mêmes. Ça change un peu le curseur de bienséance des personnages et ça les modifie pas mal. Et surtout les voir se questionner sur la violence, ça marche bien. Après, c'est très crado, hein. C'est un peu violent et bourrin pour pas grand chose. Et je sais pas pourquoi ça me dérange un peu plus que dans la série. Alors je suis pas sûr que ce soit plus dégueu que dans la série. Sans doute parce que là c'est très très poussé dès le début. J'en sais rien. Mais ça me paraît plus sale. Et là où je disais que c'était vieux, c'est sur les homosexuels. Ça, c'est étrange. Il y en a pas beaucoup qui sont agréables avec les homosexuels. Et il y a un arc entier sur des héros qui le sont. Et ouais, pour le propos autour, pas fou. Après, en soi, c'est peut-être le but de montrer que la société est controversée, qu'en étant un héros, tu peux pas être toi-même juste parce que tu aimes une personne du même sexe que toi. Ce qui est très con. Mais je suis pas sûr que les boys sont en train de libérer ça soit particulièrement de ce côté-là. Et donc s'il y a vraiment personne qui est pour cette cause, c'est juste vieux et étrange. Par contre, j'ai bien apprécié le personnage du gros russe. Déjà parce que sa bite arrive à son genou, et ça c'est stylé. Non, il était sympa. Il a eu un bel arc, il était utile, il a été un bon soutien pour Yui, il lui a appris pas mal de choses, ça marche bien. Mais ouais, je reste sur ma faim, et je reste curieux de voir à quoi ça ressemblera quand la série se lancera vraiment, avec des vrais personnages, autant du côté des Seth que du côté des boys. Boys, boys, boys. Nous passons désormais à la partie film. Il n'y en a que 9, donc c'est plutôt rapide. Et le mois a bien commencé et c'est mal terminé, mais ça on le verra en détail quand ça arrivera. Mais ouais, que 9 films, c'est un rythme bizarre. Ça, c'est même pas un tous les 3 jours, alors que jusque-là on était plus proche des 1 par jour, en février et mars, et après un tous les 2 jours en janvier et avril. C'est étrange, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas trop où est passé le mois de mai, ça allait très vite. Le temps passe vite alors que j'ai pas l'impression d'avoir fait tant de choses que ça. Bizarre. Mais bref, j'ai commencé le mois de mai en regardant Drunk en famille. Et c'était une très belle découverte. C'est un film qui parle beaucoup d'alcool et d'alcoolisme. C'est pas un sujet qui me parle beaucoup parce que je touche du bois, c'est pas un truc qui me touche beaucoup ou qui touche beaucoup ma famille. Donc, heureusement. Mais ça n'en fait qu'un sujet plus intéressant à découvrir et à développer. Puisque j'avais pas spécialement d'idées reçues négatives sur celui-ci. Et j'aime beaucoup le principe de base du film, qui est de réfléchir à essayer de se libérer de sa vie qui est pas forcément faux folle avec l'alcool. Donc au début c'est une pente toute douce, toute agréable, tu te rends compte que t'es plus social, t'es plus ouvert, t'oses plus de choses. Du coup tout ce que tu trouvais pas fou, tu le trouves bien meilleur. Ça aide avec ta femme à retrouver un peu la flamme. Ça aide à te faire accepter par les élèves quand t'as pas beaucoup de charisme en tant que prof. Ça t'aide à passer plus de temps avec tes potes. Tout ça justifié par une étude plutôt intéressante qui se base sur le fait qu'on serait à un grammage d'alcool négatif en continu. Et donc ils se disent tiens, on va boire un petit peu, se maintenir à ce seuil-là, comme ça on sera à un seuil égal à 0. Sauf que ça me paraît assez peu
pertinent, et évidemment le seuil est plutôt positif. Et ouais, bah il a des impacts. Au début positif, mais plus effet placebo qu'autre chose, je pense. Parce que bah comme t'es un peu plus bourré, tu tentes plus de choses, et ça te libère les sujets que t'avais mis de côté et que t'avais laissé pourrir. Parce que ça, bah c'est pas obligé d'avoir l'alcool, c'est juste que c'est en soi un petit peu le moteur de base, mais là ça n'a pas de rapport. Et la preuve, c'est que assez vite, ça commence à créer plus de problèmes que en soigner. Et surtout, à être plus qu'une étude. C'est après beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension. Parce qu'après, bah, ils boivent encore plus d'alcool qu'avant, encore plus souvent. Et bah, ça va beaucoup trop loin, il n'y a pas grand chose qui marche. Et là où les sujets étaient libérés, les sujets vont trop loin et commencent à faire mal. Ils s'en rendent compte, finissent par arrêter de boire. Et au final, la vie est mieux qu'avant, malgré les possibles divorces ou les possibles suicides qu'il y a eu en chemin. Et ouais, c'était un voyage complexe, important à faire, même si c'est dangereux, que évidemment l'alcool c'est pas une solution. Mais le voyage mental d'essayer de libérer les sujets et de parler de ce qu'il y a pas dans ta vie pour essayer de l'améliorer, c'est ce qu'il faut. C'est plus dans ce sens-là que le film est important à voir. Après, l'alcool, moins, hein, ça se voit que c'est pas une bonne chose quand même. Voilà. Mais le film est puissant, notamment avec l'émotion à la fin, avec la dernière grande danse finale avec les élèves, avec plein de choses comme ça. Il y a des belles musiques, les images sont super propres. Mais malheureusement, si je devais trouver un point négatif, c'est que la fin est un peu longuée. À partir du moment où ils arrêtent de boire, on a bien compris le message là où ça allait. Donc ça commence à être un peu plus long que le reste, qui était un peu plus imprévisible et énergique. Mais bon, ça c'est sans doute juste la redescente et l'abstinence qui crée ça. Ce qui marche encore avec le propos. Voilà. C'est un film hyper important, avec l'alcool comme moteur, pas vraiment comme sujet mais comme moteur. Et ça montre bien que l'alcool c'est pas cool. N'est-ce pas, Léa Salamé? Hop là! Ensuite, c'est déjà une semaine après, le 8 mai, je suis allé au cinéma voir La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Et j'ai trouvé ça plutôt mauvais. Je suis pas un grand fan de La Planète des Singes, j'ai jamais vu les vieux films. Et la trilogie plus récente, j'ai vu le 3 au cinéma, que j'ai trouvé ok. J'aime bien Woody Harrelson, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est très cliché son personnage, mais moi j'aime bien Woody Harrelson. Et César était très cool. Et après j'ai vu le 1 à la maison, et c'était pas très bon. Voilà, c'est toutes mes connaissances et mes appréciations de La Planète des Singes. Je n'ai pas spécialement d'attente pour un nouveau film. Et malheureusement, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment énormément de vie. Vraiment. Les personnages ne sont pas très poussés, pas très humanisés. Parce que littéralement, on suit un trio d'amis singes qui vont récupérer un œuf en haut d'un immeuble directement. Ce qui est une façon assez étrange de nous faire accrocher à eux, parce qu'on les met directement en danger sans les représenter quoi que ce soit. Assez vite, il y a leur village qui se fait attaquer par un gang de singes adverses. Et t'as le personnage principal qui est tout seul et qui doit essayer de sauver sa patrie. Et au final, bah déjà il y a assez peu de personnages, donc c'est compliqué de les faire exister. Ses potes qui avaient un minimum de développement sont abandonnés ensuite. Sa mère aussi. L'ennemi, on n'en parle même pas. Il y a 2 humains, il y en a une qui est particulière qui manque 14 fois sur qui elle est vraiment, un qui est juste vieux et qui disparaît assez rapidement. C'est étrange. Et ouais, en plus de manquer de vie au niveau du personnage, ça manque un peu de vie au niveau des images. Alors pourtant c'est que dans des décors de nature, mais ouais, c'est que avec des effets spéciaux, qui sont très bien faits, hein, nonobstant. Mais c'est vraiment moins choquant comme prouesse que le 3e film, que j'avais trouvé vraiment réussi. Sans doute parce qu'il y avait plus d'installations humaines, et donc le fait de faire des singes hyper humanisés, hyper réalistes dans un ensemble très très humain, ça marchait bien.
alors que des singes humanisés, et encore, comme j'ai dit, assez moyen, dans un univers fait pour les singes, bah du coup c'est moins parlant. Mais ouais, ça manque beaucoup d'attache au personnage principal, et ça c'est très dommage. Son apprentissage est cool, pas en tant que chef parce qu'il apprend pas grand chose, mais en tant que descendant lointain de César, comme absolument tous les singes encore en vie, parce que il apprend à prendre les idées, les idéaux, les réflexions de César, contrairement au méchant qui veut prendre juste les armes des humains. Donc ouais, c'est sympathique, mais sans plus, hein. Et justement, c'est pareil aussi. L'utilisation de la légende de César, ça marche bien. Les méchants l'utilisent pour faire le mal, alors que bah du coup c'est pas comme ça qu'ils pensent. Heureusement du coup il y en aura autant qui apprend la vraie chose. Mais même ça, c'est pas très poussé. On a une humaine qui, à la base, est très abandonnée, paraît très inoffensive, paraîtrait être une proie, qui en fait sait parler, qui en fait est hyper violente et avait un grand plan depuis le début. Ok. Alors ça sert beaucoup, je pense, à teaser la suite, vu qu'on a littéralement plusieurs groupes d'humains qui sont encore en vie et encore intelligents, ce qui est super cohérent avec ce qui s'est passé avant. Donc on risque d'avoir une guerre avec ça, mais la guerre singe-humain on l'a déjà vu. Et le seul point qui va changer, c'est que ce sera les singes qui seront en position de force, que ce soit les humains. Est-ce que c'est si pertinent de faire un nouveau film pour ça? Je suis pas sûr. Sinon, ils veulent peut-être aussi viser l'espace, c'est pas le 3 fois l'espace dans le film. Mais ouais, j'ai trouvé ça très long dans l'ensemble. C'était ok, mais en plus d'être ok, je me demande à quoi il sert vraiment. Et là, ça fait plus mal du coup. Parce que quel intérêt de voir deux gangs de singes se battre pour des idéaux qui n'existent plus depuis 1000 ans, ou de voir une nouvelle guerre singe-humain qui se prépare, alors que bah on a déjà eu ça dans la trilogie précédente. Je sais pas, j'ai pas aimé. Et ensuite, le 13 mai, j'ai vu Toi non plus, tu n'as rien vu, et j'ai passé un bon moment. Alors, encore une fois, j'ai un problème avec ce terme. J'ai trouvé que c'était un bon film, ça sera peut-être mieux, parce que de là à passer un bon moment devant un film qui parle de ce sujet-là, bah, c'est un peu bizarre. Parce que le sujet est très peu commun, mais très pertinent et très intéressant. Ça parle de maternité, mais d'une façon très étrange. Le film est hyper violent, avec une mère de 3 enfants, parce qu'elle fait un déni de grossesse, plus un blackout total le jour où elle accouche sans être au courant. Et j'ai l'impression que c'est rare de voir des œuvres de fiction qui parlent de déni de grossesse. Les blackouts de le jour de l'accouchement, c'est évident que j'en ai jamais entendu parler, parce que ça me paraît un peu bizarre, mais c'était vraiment un déni de grossesse à fond. C'est pas impossible. Mais effectivement, après 3 enfants, après des complications sur les grossesses précédentes, après un couple qui a peut-être moins d'amour et moins envie d'enfants, c'est étrange comme situation. Et évidemment, beaucoup de personnes autour se demandent si c'est pas juste une folle criminelle qui aurait littéralement tué un nouveau-né, parce que bah elle voulait pas d'enfant. Cette grosse folle là. Et ça paraît en soi la théorie la plus simple. Et malheureusement, quand tu dois prouver que t'étais réellement enceinte alors que t'avais aucun symptôme, aucun élément visuel qui permettait de le savoir, et que tu te rappelles de rien du jour de l'accouchement, alors que bon bah c'est quand même un accouchement quoi, ça se sent, tu le sais. C'est dur à prouver. Mais voilà, il y a des très beaux sujets sur la parentalité, sur le déni, sur l'impact de sa famille, mais pas la famille en tant que mère, la famille autour qui la soutient absolument pas, alors que c'est quand même une situation plutôt importante. Alors, évidemment, si t'imagines pas une seconde que c'est vrai, là tu peux pas la soutenir. C'est en mode, oh, c'est vraiment une criminelle et tout. Mais à la moindre suspicion que ce soit vrai, là t'es obligé de soutenir à fond, et c'est dur comme sujet. C'était très touchant, et la fin était mignonne en plus, donc sans refaire des caisses, donc ça marche plutôt bien. Je conseillerais pas à tout le monde parce que c'est un peu dur.
Et je suis pas contre avoir plus d'éléments de véracité autour de cette situation et de cette intrigue, mais comme ça, en soi, là, je prends bien. Toujours le 13 mai, j'ai vu Marilyn et son juge et c'était plutôt mauvais. C'est pas un mauvais de quelque chose qui rate, c'est plus un mauvais de quelque chose qui tente rien. Parce que le film est très basique et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu beaucoup de fois. Parce que c'est deux personnes qui sont perdues dans leur vie, mais qui n'ont rien à voir, qui se retrouvent par hasard ensemble, et deux apprennent quelque chose de l'autre, et après leur vie ça va mieux. Avec évidemment des hauts et des bas basés sur des quiproquos, et bof quoi, c'est déjà vu. C'est un petit peu dommage. J'ai trouvé le film Mimi, quoi, dans ce que ça veut raconter, dans les personnages qui essayent d'apprendre et d'évoluer, parce qu'ils ont beaucoup de boulot pour être des personnes appréciables. Mais sans plus. En plus, j'aime pas spécialement le jeu des acteurs. Je veux pas shamer les personnes en particulier, mais il y a des acteurs principaux et de plus second rôle que j'aime pas trop. Je trouve qu'ils sont un peu caricaturaux dans leur jeu, mais c'est peut-être qu'ils sont en train de jouer des personnes que dont j'apprécie pas spécialement le style dans la vraie vie. Peut-être quelque chose comme ça. Et en même temps, je suis pas aidé par le personnage principal, Marilyn bien évidemment, parce que cette grosse folle retourne voir son copain alors qu'elle a évolué tout le long du film, parce que ce gros débile l'a quitté au début, parce qu'elle allait pas du tout dans son groupe de potes, parce qu'elle était trop bête et inculte. Alors je veux bien que l'amour aveugle un petit peu, mais vu ce qu'elle apprend dans le reste du film, je trouve ça trop bizarre qu'elle retourne vers lui. Et pas pour se venger ou quoi, hein. Juste elle retourne vers lui. Donc au final, j'ai trouvé le film un poil trop naïf. Et si c'est trop naïf pour moi, je rentre pas dedans. Parce que moi je suis pas un gros bébé naïf, hein. D'abord, hop là. Et donc ça m'a pas touché du tout. Alors que c'est un film qui est basé sur le fait de toucher les gens par leur petite histoire mignonne et son évolution de personnage. Donc ça me passe à côté. Et c'est dommage. Le 14 mai, j'ai vu Le Consentement. C'était bien. C'est très particulier. C'est un film où un écrivain est joué par Jean-Paul Rouve, que j'ai vu pour beaucoup dans des comédies, genre Nos Jours Heureux, genre Les Tuches, genre Madagascar, et tutti quanti, et assez peu dans des rôles sérieux, mais là c'est un rôle de monstre, littéralement, parce que celui-ci, pour écrire, a besoin de muses qui sont mineures. Et pas que des muses psychologiques et dans la discussion, hein, évidemment, des muses genre bien là, tu claques la viande là. Donc le film est plutôt violent et pas à mettre entre toutes les mains, ou toutes les yeux. Toutes les yeux, bien sûr. Évidemment, à cause de Jean-Paul Rouve et de son personnage, qui est horrible, qui est dégueu. C'est évidemment violent parce que la jeune fille est contente de la situation. C'est logique, dans un premier temps, de se voir être respecté, être autant mis sur un piédestal par une personne qui est écrivain et qui est connue pour sa plume, et qui est juste connue d'ailleurs. Mais aïe quoi. Ça fait pas du bien de la voir sur cette relation horrible, parce que tu sais que toi elle est horrible de base, pour la différence d'âge, et pour le fait qu'il s'en sert plus pour avoir des idées que par réel amour. Et elle, la voir le soutenir au début parce qu'elle est amoureuse et dépendante, c'est affreux. Mais c'est pas fini dans les trucs que j'ai trouvé affreux, donc très intéressant. C'est que le domaine intellectuel est ok pour cette situation. Genre, littéralement, dans ses œuvres et dans ses interviews, il assume ce genre de relation.
devant tout le monde, et les gens sont en mode « Ouah, c'est écrit des bons livres, c'est bien !» Et la complaisance d'un domaine entier, comme ça, ben... c'est... compliqué. Malheureusement, petit bémol, je trouve que la fin n'existe presque pas. Le reste du film était tellement affreux que j'ai pas fait attention à la fin, ce qui se passait vraiment. J'ai pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai même pas l'impression qu'il paye spécialement. Et du coup, bah c'est encore plus dur. Et je pense que c'est le seul point négatif que je pourrais soulever. Et d'ailleurs, vous voulez savoir le petit truc rigolo? C'est que c'est autobiographique. À la base, c'est un roman, et celle qui l'a écrit, ben c'était la jeune dans l'histoire. Et ça fait chier que ça existe vraiment ce genre de personnes qui sont un peu trop tactiles avec des jeunes pour avoir des idées et se sentir jeune dans leur tête et trouver de quoi écrire et de quoi être valorisé dans leur domaine. Et que leur domaine accepte, voire met sur un piédestal pour ça, c'est affreux. Et deuxième petit truc, si ça vous dérange également, il y a peut-être un peu trop de scènes de cul. Alors évidemment, hein, dans une relation comme ça, qui montre qu'il y a un gros décalage, voir un peu de cul, c'est pas incohérent, mais il y en a vraiment beaucoup, c'était pas nécessaire. Ça marque sans doute plus que juste faire avec des mots, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui me choque le plus. Oh, dit comme ça fait un peu bizarre, mais dans une relation entre adultes reconnus et petites jeunes qui n'étaient pas respectées par personne, c'est pas tant le sexe qui me dérange que tout ce qu'il y a autour, donc l'emprise psychologique, morale qui l'a fait faire tout et n'importe quoi. Très bon film. Ensuite, bam, 11 jours de pause. Je sais pas ce que j'ai foutu ce mois-ci. Le 25, j'ai vu le théorème de Marguerite. J'ai trouvé le film moyen. Voilà. C'est bien, hein, ce mois-ci, je vous donne mes notes sur le, qui vont de S à D. Donc S, A, B, C, D. B, c'est moyen. Bien, du coup, c'est A. Très bien, va parfait, c'est S. Plutôt mauvais, c'est C. Et horrible, c'est D. Donc ça, c'est assez clair depuis le début, normalement. Ouais, théorème de Marguerite moyen. Parce que le film est plutôt simple. Donc il n'y a pas non plus à chercher le S, ça c'est sûr. Mais ça marche, donc c'est pas négatif non plus. Mais je pense que je préfère un vrai bon S avec un film qui tente des choses mais qui se rate qu'un B d'ennui quoi. Un B de bah c'est basique. Parce qu'en fait, on suit Marguerite qui présente une thèse de maths à beaucoup de personnes. Elle a bossé beaucoup de temps dessus. Et dedans, il y a une toute petite erreur de raisonnement. Et elle réagit un poil mal à cette erreur. Donc elle se fait dégager de son école et de tous les projets machin comme une malpropre. Et c'est dur pour elle qui jusque-là avait mis toute sa vie dans les mathématiques. Mais après, de son côté, elle va apprendre ce que c'est la vie hors des maths, donc elle va apprendre à vivre, à aimer, à utiliser les maths autrement, donc en faisant du mahjong par exemple. Et tout ça pour revenir à son amour pour les maths, bien évidemment, et à repartir de manière plus intelligente, pas être à 100% maths, à partager les maths avec de l'amour, à partager les maths avec un peu de vie, et pas faire que ça, à partager les maths avec du gain d'argent en utilisant les maths. C'est logique quand t'es à fond dans un domaine, c'est bien d'être à fond dedans et d'y passer tout ton temps, mais que ce soit ton seul et unique point dans la vie, si tu vois que ça commence à se perdre un peu, c'est compliqué. Donc c'est peut-être mieux d'avoir plus de portes différentes. Mais finalement, on la voit juste avoir du mal à associer les maths au reste, puis après elle y arrive, sans qu'il y ait réellement de points d'accrochage ou de points de difficulté par-ci par-là. J'aime pas du tout le personnage de Marguerite. Je la trouve compliquée à suivre et pas intéressante, surtout liée au fait qu'elle est pas du tout dans la vie mais que dans les maths. J'aime pas du tout son intrigue amoureuse, mais alors pas du tout. Oh, je trouve très effacé son copain et après bah
Il s'embrouille pour pas grand chose et ça va mieux après, bon. C'est un peu un film classique et basique, mais bon. Je vais pas cracher dans la soupe, mais bon, il y a mieux partout, quoi. Le 25 mai, nous avons regardé Napoléon en famille. Et c'est vraiment le visionnage que j'ai le moins apprécié de ce mois-ci, de très très loin, où j'ai passé un très mauvais moment. Déjà de base, je suis pas un grand fan de Ridley Scott. J'ai Scott Pilgrim en tête comme un gros débile, mais ça n'a rien à voir. C'est le 4e film que je vois de lui, je crois. Un truc comme ça. J'ai pas aimé Blade Runner. J'ai pas aimé Le Dernier Duel du tout. Et j'ai oublié Gladiator et House of Gucci. Alors c'est autre que j'ai des House of Gucci, ça va peut-être pas se le cacher. Mais je suis pas un très très grand fan de Ridley Scott et de son travail. Et c'est pas Napoléon qui va arranger ça. J'ai trouvé le film très très long. Alors déjà parce qu'il dure 2h30. Mais il y a des films de 2h30, 3h que j'ai vus avec plus de plaisir que ça. Parce qu'ils sont plus rythmés, plus intéressants, plus parlants. Là, c'était 2h30 de pas grand-chose. Parce qu'on a beaucoup d'histoires de coucherie avec sa femme. Et bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense qu'il y a plus de trucs intéressants à raconter sur Napoléon, son ambition, le fait que c'est un bon conseiller de guerre. Plus que sur le fait que sa femme l'a trompé à un moment, qu'il a quitté une mission pour sa femme, qu'il était tout le temps avec sa femme, que sa femme. Je sais pas, je suis pas convaincu par l'angle du film. Et oui, il a plutôt une belle ambition de devenir un grand chef de guerre, et après d'être roi, mais en même temps sans plus. Parce qu'une fois qu'il est roi, bah il fait pas grand chose non plus. Enfin après du coup. Et ouais, bah c'est pas très parlant. Parce qu'il est pas impactant dans les batailles, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît, peu importe les œuvres. Il est pas impactant dans son ambition, alors que c'est quand même censé être quelqu'un qui a d'important de ce côté-là. Et ça parle énormément de sa femme, alors que bah, du coup le sujet est pas passionnant. J'ai trouvé le film très froid, autant par les images, par ce qu'il montre, que par son personnage principal. C'était affreux. Le personnage de Napoléon qui a tout le temps le même regard fixe et aucune émotion sur le visage pendant 2h30, j'ai pas passé un bon moment. Il y a 2 ou 3 fois où j'ai rigolé, mais plus du film qu'avec le film, parce que Napoléon est insupportable avec sa femme, tout le temps il la réprimande pour tout et n'importe quoi, lui fait pas d'enfant, bam, il lui pique une crise, elle lui parle pas, bam, il lui pique une crise, c'est un gros con, bam, il lui pique une crise, et ainsi de suite, et il le fait beaucoup trop loin. C'est un moment risible. Il y a un truc que j'ai bien aimé, notamment parce que ça insiste beaucoup sur sa femme, c'est le fait qu'il la sacrifie et qu'il sacrifie leur histoire pour le bien de son pays. Il préfère quitter la femme qu'il aime, qui est son soutien ultime depuis le début, pour pouvoir faire un descendant à la France, tu vois. Et c'est le seul point que j'ai bien aimé. Parce que c'est le point où on voyait enfin son ambition. Et qu'il se débarrassait de cette relation qui n'est pas des plus intéressantes. Le reste, bah, c'était ennuyant. Les batailles, c'était un peu long, pour des trucs pas cool. Oh mec, la bataille où en face d'eux, il y a une formation en carré, et ils arrivent à rien faire du coup, juste parce qu'ils sont face à un carré. Le peu de personnages utiles et nécessaires. La non-évolution des personnages. J'ai pas passé un très bon moment. Le 26 mai, j'ai vu La Passion de Dodin Bouffant. Le film n'était pas à mon goût. Je l'ai pas trouvé assez assaisonné du tout. J'aurais voulu aller le voir au cinéma l'année dernière, et je pense que je regrette pas spécialement peut-être aller le voir pour son propos et son fond. Mais par contre pour les images, c'est peut-être un peu dommage. Parce que je suis pas très très bouffe côté visuel. Et puis même c'est rare que je m'extasie sur des trucs très très bons, parce que c'est rare aussi que je m'extasie sur des trucs très très mauvais. Donc bah comme j'ai pas de trucs très mauvais, j'ai pas de trucs très bons, donc bah je suis assez mitigé, tu vois. Donc la bouffe c'est pas non plus mon plus grand délire.
Et pourtant, j'ai trouvé la bouffe très bien mise en valeur et très bien filmée dans les longs moments de cuisine des personnages. Donc ça marche plutôt très bien et ça donne plutôt à la bouche. Donc ça, c'est une très grande réussite du film. C'est plutôt rare, je crois, des films qui mettent autant en valeur la nourriture. Alors, j'ai vu très peu de films en rapport avec la cuisine récemment. Le dernier auquel je pense, c'est celui où Joss Riyad devient un grand pâtissier, le grand truc comme ça. Et ouais, c'était plus sur le sport et la compétition que sur la bouffe. Alors que là, c'est très très centré sur la bouffe, c'est toute la vie des personnages qui sont centrés autour de la bouffe. Toute leur relation est basée sur ça. Et ouais, bravo, bien montré la bouffe. Par contre, j'ai trouvé le film assez lent également. Parce qu'au final, c'est juste une déclaration d'amour compliquée et tardive par la bouffe. Parce qu'en fait, c'est un grand cuisinier connu tard à l'époque, son assistante, ils cuisinent ensemble. Elle a jamais voulu se mettre ensemble parce que c'était un peu dangereux pour la relation. Elle tombe malade. Et tout le film, en fait, c'est lui qui va lui cuisiner ce repas pour la première fois, pour lui faire une déclaration d'amour. Alors c'est mignon, mais bon, c'est un peu lent, et c'est pas une histoire passionnelle qui me parle beaucoup. Je suis pas très histoire d'amour, je suis pas très bouffe, donc les deux ensemble m'ont pas tant parlé que ça. C'est pas mauvais du tout, mais pour moi et pour ce que j'aime, ça me paraissait un peu vide. Parce que hormis l'amour de la bouffe, j'y ai pas assez grand chose. Même le côté maladif, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait un propos spécialement intéressant avec. À part évidemment la peur de la perte de l'autre alors qu'ils ont réellement profité. Quand bien même en fait, ils sont tellement amoureux de la bouffe que je pense que même en étant amoureux, ça va pas changer grand chose. À leur façon de vivre. Mais le film a une très bonne presse. Du coup, c'est sans doute moi qui suis passé à côté. Peut-être pas aidé par les deux sujets du film, qui sont pas non plus mes sujets de prédilection. Et déjà, le dernier film que j'ai vu, le 26 mai également, c'est The Old Oak. The Old Oak, du coup, c'est un O. Je crois que ce serait The. J'ai trouvé ça plutôt mauvais également. La forme est plutôt sympathique. C'est assez étonnant, mais ça ressemble quasiment à un documentaire. Alors c'est peut-être voulu, c'est peut-être le style du réalisateur, mais du coup moi ça me crée une distance déjà très grande par rapport aux personnages, vu que si c'est un documentaire, c'est pas des personnages, et malheureusement du coup ça m'éloigne des personnages, et si je suis loin des personnages, je suis moins impliqué dedans. Et ça c'est dommage. Parce qu'en fait on a un très vieux village du Royaume-Uni, très isolé, pas trop respecté par le pays, ils ont déjà leurs petits problèmes et tout, de villageois quoi. Et ils accueillent des Syriens. Alors évidemment, ils sont pas spécialement d'accord, parce que accueillir la misère du monde, accueillir des gens qui sont pas les aider, ou des gens qui vont au contraire avoir un esprit néfaste en voulant leur travail, c'est compliqué quand t'as déjà un petit village avec ses petits problèmes, tu vois. Mais après, ça se passe mieux, et après ils s'entendent. Et les groupes se complètent, et après ils passent les difficultés ensemble. Donc c'est Mimi, c'est un petit film social sans plus. Je pense que je préfère même... Et vas-y la mémoire aujourd'hui. Le film humoristique avec du rugby sur un petit village français qui accueille des réfugiés également, mais qui joue au rugby. Parce que ça ressemble un peu dans le propos et dans le fond, mais il y a un petit peu le rugby et des personnages un peu plus. Là, le côté docu, ça m'éloigne un peu trop. D'autant plus avec une ligne aussi simple qui est on n'accepte pas les étrangers parce qu'on a nos problèmes, mais en fait ils sont cool. Mais pourtant, les films sociaux comme ça, sans être des grands chefs-d'œuvre pour moi non plus, ça passe plutôt bien. Alors que ça soit là que ça passe mal, il y a peut-être un problème. Et sans doute que le problème, c'est qu'au final, j'ai pas grand-chose à dire sur le film, parce que j'ai pas retenu grand-chose. Et du coup, si je trouve des films un peu vides, forcément, c'est moins intéressant, moins parlant, et ça passe à côté un peu de la cible. Nous attaquons maintenant la partie jeux vidéo, et chose assez étrange, nous en avons 3 à traiter, ce qui paraît assez fou, mais écoute, ainsi va la vie, comme on dit.
Parce que le 2 mai, j'ai terminé mon arc de découverte des jeux de la ZLAN 2024 sur League of Legends. Et j'ai pas trouvé ça bien. Grande surprise. Non. Du coup, je lui ai missé. Mais, évidemment que le jeu est bien, c'est sûr et certain. Sinon, il serait pas connu, et jouer comme ça serait pas le porte-étendard de tous les... le porte-étendard de l'e-sport, le premier élément, tu vois. Alors, évidemment, je confonds pas qualité et reconnaissance. Hein, je suis pas un débile sur internet, moi. Mais pour le coup, le jeu a quand même de très bonne qualité. Niveau stratégique, niveau technique, niveau alienisation, parce qu'il faut quand même savoir jouer de fou. Maîtriser les sorts de tous les personnages, maîtriser les compositions, les rôles de chacun, savoir quel personnage est fort contre qui, savoir quel équipement acheter, savoir qu'il faut frapper tous les petits sbires de manière correcte et les achever pour avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter des équipements. Chose que j'ai pas réussi à apprendre pendant mon test apparemment. Parce que le jeu à apprendre, putain, qu'est-ce qu'il est dur. J'avais jamais joué à League of Legends, enfin, j'avais téléchargé le jeu au lycée sur mon ancien PC qui était une brique. Je pouvais jouer au jeu, mais dès lors qu'il y avait plus de 1 champion sur l'écran, le jeu passait en mode diapositive. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y avait un allié ou un ennemi proche, je pouvais plus rien faire. Donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça jouer au jeu? Je suis pas sûr. J'ai jamais vu un match en entier, mais j'ai déjà vu des storytellers sur YouTube qui parlent de League of Legends. Et c'est à peu près tout ce que j'avais comme connaissance. À voir à la ZLAN, c'était... ok, c'est pas trop mon délire comme jeu. Parce que on voit bien l'écart de niveau, mais je sais pas, ça me parle pas trop le skill qu'il y a dedans. Et même niveau visuel, c'était pas passionnant de fou. En plus, ça fait terminer le premier jour super tard. Voilà, mais du coup, le jeu à apprendre, c'est tellement chaud. Déjà, faut apprendre comment est-ce que tu joues correctement, comment est-ce que tu te places sur ta ligne pour battre les sbires, pour détruire la tour, pour battre ton adversaire et avancer petit à petit. Dans le tuto, c'est pas du tout explicité. Du coup, je faisais ça très mal, je faisais rouler dessus par mon adversaire et ma ligne se faisait rétamer à chaque fois. Mais donc, il faudrait apprendre par étapes et prendre le temps d'apprendre comment fonctionne la ligne, d'apprendre quelques personnages avec leurs compos, les pouvoirs qu'il faut utiliser dans quel ordre, les équipements qu'il faut leur mettre dans quel ordre, les adversaires contre qui t'es fort, comment les jouer, comment les placer. Et en agrandissant petit à petit tes connaissances à plus de champions. Sauf que j'ai pas le temps de faire ça en fait. C'est une dinguerie. Alors peut-être que en vrai multi, en réseau ça peut être très cool. Soit en multi débutant pour apprendre et s'amuser ensemble, peu importe le niveau, tu vois. Soit en multi quelqu'un qui connaît un peu plus le jeu, qui peut t'apprendre quelques ficelles par-ci par-là, ça peut être plus sympa. Mais alors, apprendre le jeu en solo pur et dur, en 2024, alors que t'es un bronquignol sur les jeux PC, c'était pas un bon moment. Ensuite, le 23 mai, nous avons enfin terminé notre aventure Twitch sur Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Une aventure qui aura duré 3 ans, je crois. Un truc comme ça. 2 ans peut-être, je les ai oubliés déjà. Mais bon, beaucoup trop long. On a mis 80 heures et quelques dans le jeu. Parce que le jeu est très très long et très très gros. Avec tes 5 royaumes à sauver. Ça, c'est pas très long. Avec le temps de trajet entre les royaumes. Ça, c'est plus long. Avec les 150 quêtes secondaires. Il y a plein de micro-choses dans ton royaume à construire, à faire prospérer, à améliorer les bâtiments, à faire des recherches, à attendre que l'argent augmente. Avec des modes bataille en mode chibi, où tu peux faire juste tourner tes 3 bouts d'armée autour de toi, avec un système de pierre feuille ciseaux pour gagner, avec des labyrinthes à fouiller, qui ont une construction procédurale, et un nombre d'étages variant de très peu à 20, et ça prend du temps parce qu'ils sont assez vides en fait, c'est juste de la bataille pour pas grand chose. Le jeu est hyper rempli, mais tout n'est pas très intéressant vu qu'il y a beaucoup de choses différentes, tout n'est pas poussé à fond, donc il n'y a rien qui est exceptionnel, donc tout devient redondant au final, ce qui est un petit peu dommageable. Et en plus d'être immense comme ça, le temps a
Je sais pas d'ailleurs si ça s'entend, mais en épisode du let's play, ça a littéralement doublé avec les DLC, qui apportent beaucoup de choses. 10 étages en plus dans un labyrinthe, un labyrinthe de 100 étages, une quête scénarisée dans le monde des rêves, avec des songes à récupérer qui racontent des petits bouts de passé des personnages, ça c'est intéressant, et un système de bataille à la con. Donc c'était... le 100% était ok à faire, c'est un peu long, un peu redondant par moment, mais en live déjà ça passait plus vite et c'était plus sympathique. Donc sans ça je suis pas sûr d'arriver au bout du jeu, hein. Parce que les gros boss c'est un peu long, et pas passionnant vu que c'est juste le taper. Les labyrinthes c'est très long, parce que c'est taper en visitant des étages qui se répètent au final, parce qu'il y a beaucoup d'étages différents dans tous les labyrinthes, mais pas tant que ça de construction possible. Les batailles chibi c'était pas très intéressant, parce que c'est pas très vivant comme mode de jeu. La construction du village, moi j'aime bien, ça fait un peu un jeu incrémental, moi j'aime bien. Mais par contre, je trouve que les JRPG se répètent vraiment de l'un à l'autre. Alors j'en ai pas fait tant que ça, hein. Jusque là, il me semble que j'avais fait que Xenoblade Chronicles et Tales of Arise, et j'ai déjà l'impression que ça se répète. Quand dans Tales of Arise, t'as ta petite équipe qui se construit au fur et à mesure des pays que tu traverses. Quand dans Tales of Arise, t'as 2 races différentes qui se font la guerre pour le contrôle du pays ou d'une planète. Dans les deux, tu traverses 5 royaumes qui parlent de thématiques différentes autour du sujet principal du jeu. Dans les deux, t'as une grande menace cosmique à la fin, que t'as sauvé tout le monde et que la paix entre les humains est résolue. Parce qu'il faut que les humains soient ensemble pour affronter la grande truc. Et c'est tout pareil. C'est trop bizarre. Voilà. Et au final, c'était 3 années plutôt cool, mais on a un résultat assez moyen, parce que même s'il y a quelques intrigues bien, il faut bien les chercher dans tout ce contenu. Et c'est pour ça que je vais essayer de limiter les JRPG à l'avenir. Par contre, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch. Il reste encore 1 ou 2 lives à faire sur Ni no Kuni 2 pour avoir le trophée platine. Et enfin, le 27 mai, toujours sur Twitch, nous avons terminé notre aventure sur Professor Layton et la boîte de Pandore. Alors, Professor Layton, quand j'étais petit, j'avais fait le 2, donc la boîte de Pandore, sur ma DS. Un peu plus récemment, j'ai fait l'héritage des Aslantes sur ma 3DS. On avait fait Professor Layton 1 en stream l'année dernière. Là, on a fait Professor Layton 2. Il me semble que c'est la première fois que je voyais la fin, parce que autant au début du jeu, je me souvenais des énigmes, pas de leur énoncé, mais de leur réponse, ce qui n'a aucun sens quand la dernière fois que j'avais joué au jeu, c'était il y a genre 15 ans. Mais c'est comme ça. Par contre, la fin ne me disait rien du tout. Et ça m'étonne assez peu, parce que le 1 est tellement mieux, bordel. En effet, j'ai trouvé le jeu assez vide et assez long pour pas grand chose. Le jeu est en 7 chapitres plus un prologue, et le seul moment où l'histoire et les mystères principaux avancent, c'est dans le chapitre 7. Le reste du temps, on prend le train, on est dans un village qui a rien à voir, on prend le train une deuxième fois, on visite le village intéressant, on fait le tour du village intéressant pour ramasser des photos, on fait le trajet jusqu'à la zone intéressante. Et c'est tout. Et dedans, oui, il y a les personnages qui sont sympathiques, oui, il y a l'ambiance qui peut être réussie, mais ça donne un jeu assez vide et assez long, et c'est assez dommage à jouer. En plus, il y a un écran où il y a les 10 mystères principaux là, qui s'affichent quand on les découvre et qui se marquent résolu quand on a la réponse. Et il y a la grande majorité qui sert à rien par rapport à la trick principale finalement, par rapport à cette fameuse boîte de Pandore. Et c'est dommage. En plus de ça, les micro-jeux qu'il y a dans la valise pour essayer de faire varier un peu le plaisir sont trop bizarres. L'appareil photo, tu le finis genre au chapitre 3 ou 4, avec les pièces que tu trouves puis tu le fabriques, donc c'est vite débarrassé et après tu peux pas en faire grand chose. Enfin, tu prends en photo des petites bouts de rue, des petites zones, tu vois, et t'as un jeu avec 3 erreurs à faire. C'est ok. Après t'as un jeu avec un hamster que tu dois faire marcher en plaçant les objets que tu obtiens de manière intelligente. Mais ça aussi j'ai fini super tôt, il me restait encore 5 objets à débloquer quand j'avais fini, donc c'était trop bizarre. Et après t'as le pire de tous, t'as la
fabricaté qui est affreux. T'as les ingrédients super tard, tu veux tester toutes les recettes possibles pour faire tes putains de recettes, alors qu'il y en a genre 12. Et ensuite, il faut faire des allers-retours en boucle sur chaque écran pour attendre que chaque personnage qu'ils doivent boire, donc ils sont 26, ait soif pour pouvoir le servir avec le thé qu'ils demandent. Et c'est super long. Par contre, j'ai adoré le chapitre final. Je le trouvais vraiment excellent, les personnages sont très réussis, très touchants. Les révélations du chapitre marchent plutôt bien, expliquent quelques mystères qu'on avait jusqu'ici, même si du coup ça fait que genre, la moitié quasiment ne sert à rien par rapport à cette intrigue-là, et c'est un petit peu dommage. Parce que l'intrigue, elle est trop mignonne, elle marche très bien, le final est super réussi. Je pense que je préfère largement cette fin-là à la fin du 1, alors que l'impression du 1 est largement plus grande. Parce que si le reste du jeu n'avait eu ne serait-ce que le quart de ce niveau-là, ça aurait été trop bien le 2. Mais là, le 2 me paraît tellement vide. Et pourtant, ça a pris super longtemps parce qu'il y avait plein d'allers-retours à faire dans les chapitres, genre vraiment beaucoup. Et des fois pour pas grand-chose, pour faire apparaître les boissons, enfin l'effet de soif au personnage comme j'ai dit, ou pour faire apparaître des photos, pour chercher des photos, ouais, con, et c'est beaucoup d'écrans à traverser en long et en large. Et les énigmes sont bonnes, on passe un bon moment, y en a qui sont assez simples quand c'est ton domaine et ta façon de penser, d'autres qui te font beaucoup plus galérer. Les 12 énigmes finales, elles sont horribles, mais voilà, très bon niveau, ça choisit bien, j'aime Ying. Donc j'ai passé un moment sympa, mais ça aurait pu être tellement mieux encore. Nous attaquons maintenant la partie manga. Celle-ci va nous prendre quasiment tout ce qui reste de l'épisode, vu qu'il reste 14 œuvres à traiter, dont 13 mangas. Et je me rends compte que je suis moins fan de manga qu'avant, parce que sur les 13, il y en a un auquel j'ai mis S, il y en a 5 auxquels j'ai mis B, donc déjà, du top 2 au top 6, ils sont moyens. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai trouvé pas bien, et un que j'ai trouvé horrible. Ce qui fait un avis global pas super, on va pas se cacher. Et en plus, le rythme est assez étrange, parce que j'en ai lu 4 entre le 4 et le 5 mai, parce que c'était ma première semaine de sortie, donc j'ai récupéré ce que je pouvais. J'en ai lu 4 entre le 25 et le 29 mai, parce que c'était ma deuxième semaine de sortie. Enfin, je pense qu'il y en avait au milieu, mais c'était plus simple de tout prendre d'un coup, donc j'ai récupéré mes mangas en 2 fois, donc ça fait un gros écart, en début et en fin de mois. Plus mes rattrapages en fin de mois, qui ont pris 5 volumes sur les derniers jours. Mais bref, on va donc parler du tome 16 de Chainsaw Man, que j'ai lu le 4 mai. On va pas pousser très très loin, parce que les mangas, du coup, ça fait 1 mois pour les premiers et 1 à 2 semaines pour les derniers. Mais je vais jamais être très très long, parce que les mangas, je trouve ça court, il n'y a pas des masses de choses qui se passent dans un seul volume, généralement. Ça dépend un peu les œuvres, mais au global, c'est quand même plutôt le cas. Pour Chainsaw Man, j'ai trouvé que c'était toujours très fouillis depuis ce début de deuxième partie. Donc c'est assez étrange et difficile à jauger, parce que ça avance, et en même temps pas du tout, parce que c'est plutôt compliqué. Donc c'est plutôt bien, et en même temps pas du tout, parce que c'est plutôt compliqué. Et malheureusement, je sais même plus pourquoi est-ce que j'ai dit que ça avançait en même temps non. Les seuls éléments que j'ai écrits dans ma mini-critique et que j'ai retenu, c'est que Asa et Denji ont des dilemmes moraux plutôt cool sur le choix entre vie normale et vie populaire, ce qui est quelque chose de plutôt important, notamment pour Denji, qui adorerait avoir une vie populaire, être un héros hyper reconnu et aimé principalement des femmes, mais qu'on force un peu à la vie normale et c'est compliqué pour lui. On découvre une église fan de Chainsaw Man, enfin plutôt fan d'un Chainsaw Man factif avec des valeurs factices un peu, donc c'est assez étrange. Et ça pose quand même quelques questions sur la foi, ce qu'on n'avait pas eu jusque-là dans Chainsaw Man, donc on prend volontiers. Il y a même quelques gags que j'ai trouvé plutôt bons, notamment le sens comique, sur des personnages proches de Denji qui le motivent en... avec des femmes, et Denji qui dit je suis pas un débile, je vais pas me faire avoir par ça, et seconde d'après il est genre téléporté à fond dans cette histoire. Ça marche bien.
Mais en même temps, il y a tellement de personnages proches, autant physiquement qu'au niveau du caractère, que juste autour de Denji et Asa. C'est un peu compliqué à suivre, et en plus ils apportent pas tous quelque chose, donc c'est assez bordélique. J'ai un peu envie de dire que c'est du Chainsaw Man classique, quoi. Peut-être avec une visualisation ça peut être plus cool, mais à la lecture par tome, bah c'est assez aléatoire en fonction des idées mises dans ce volume, vu qu'il y a beaucoup d'idées dans tous les sens. Derrière, j'ai lu le volume 13 de Sakamoto Days, toujours le 4 mai. C'est le tome que j'ai le plus apprécié ce mois-ci, le seul qui est en positif. C'est assez inquiétant sur 13 volumes. D'autant plus que c'est Sakamoto Days, donc c'est assez étrange, parce que c'est un manga dont l'action est très réussie, ok. C'est un manga dont la mise en scène et l'énergie est très réussie, ok. Mais c'est pas un manga particulièrement brillant dans son fond, normalement. Mais là, on en a eu un peu plus. Le volume en lui-même est très très cool. Je trouve que ça envoie vraiment bien niveau action, parce que les 4 personnages mis en avant dans cet arc sont super forts. Sakamoto de jeune, Nagumo jeune, Akao jeune et Uzuki jeune, où ils envoient en puissance, ils envoient en idée, c'est trop stylé les combats qu'ils font. Le combat dans le centre commercial, trop bing. C'était à la fin du volume précédent, c'est d'ailleurs. Le combat sur l'autoroute en moto, en protégeant des gens dans leur petite voiture là, trop cool. Ça change de fou et ça marche trop bien. Parce que c'est bien énergique encore comme connerie. Et d'avoir fait cette équipe de 4, ça marche extrêmement bien niveau suspense. Quand on connaît la situation et les relations des 4 dans le présent. Parce que oui, c'est un flashback, et du coup. Et ouais, on a un très bon suspense, vu qu'on a dans le présent un personnage qui est pas super en forme et un personnage qui est pas super sympa, quoi. Donc les voir un peu interagir, voir comment ils évoluent, et voir comment ça peut arriver là, ça marche trop bien. Les préquels, c'est trop cool. Parce que c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage et l'évolution des personnages. Et ça marche trop bien. Le volume est plein de très bonnes surprises dans cet assassinat qui devient finalement une protection de personnes, qui devient finalement une protection de personnes mais différente de celle prévue de base. Et ça marche trop bien d'avoir autant de surprises dans tous les sens. Après, les ennemis autour sont pas forcément super intéressants. Genre on a un ennemi qui parle que de karma. Genre il affronte les ennemis que par son karma. Il utilise son karma positif à fond et il espère s'en servir comme arme, c'est étonnant. Toi avec son pote, il sert à rien. Voilà. Et je pense que ça fait partie des tout meilleurs volumes de Sakamoto Days parce qu'il y a plus de fond et qu'il est délicieux. Toujours le 4 mai, j'ai lu le volume 14 de A Couple of Cuckoos. Même phrase qu'avec Chainsaw Man, ça avance, et en même temps, pas du tout. Déjà, au secours, il y a encore 8 tomes qui sont déjà parus au Japon, et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de fin qui approchent. Et donc, ça commence à faire beaucoup, on va pas se le cacher. Ça fait quoi? Donc on a dit 14 volumes de situations qui avancent pas trop, ou dès que t'as un petit pas vers une fille, ça s'éloigne dans tous les sens et ça marche pas très bien. C'est mou, c'est lent. Est-ce qu'à un moment ça va développer vers quelque chose d'autre ou avancer réellement? À voir. Parce que pour l'instant c'est un peu lent et un peu répétitif. Et pour voir qu'on est à peine au tiers de ce qui est sorti pour l'instant et qu'il n'y a pas de fin prévue, bof, pardon, aux 2 tiers, pas au tiers, sinon je sais pas compter, merci. Parce qu'en fait là on a un volume entier pour mettre en place, faire et voir les conséquences d'un concours à la con monté contre Umino. Donc un concours de meilleures notes comme ils font d'habitude. Mais en fait ça prend super longtemps parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps à chaque personnage en présence, donc littéralement ils sont 5, pour mettre leurs sentiments au clair par rapport à cet enjeu, par rapport à ce concours. Et ça prend du temps. En fait, finalement, il n'y en a que 2 qui sont réellement impactés par ce concours. Alors qu'on voit les autres prendre du temps, c'est étrange, un peu lourdingue. Et en plus, ça change pas grand chose par rapport à la situation de base. Par contre, la fin du volume est censée changer toute la donne normalement.
Mais c'est pas la première fois qu'une fin de volume nous fait dire « Waouh, mais ça avance de fou, là, il va se passer des trucs ». Donc, je reste encore prudent. On n'est pas à l'abri d'être face à un peu à un mensonge. En mode, oui, le concours a été gagné, donc ils vont se rapprocher de fou. Il y a moyen qu'il se passe un truc, t'inquiète. Et qu'on ait rien derrière. Hein. Ça peut arriver. Parce que volume précédent, il a embrassé quelqu'un et après ils ont dit non, mais on va prendre notre temps. Hein. Donc bon. Et par contre, les deux points faibles du manga que je trouve, c'est aïe, je comprends pas ce personnage. Elle arrivait plus tard que les autres avec un truc vachement plus bancal. La relation paraît hyper factice parce qu'elle force à fond directement sans se poser la moindre question. Pendant que le personnage principal en a pas grand chose à foutre et c'est très étrange. Si le personnage principal s'en fout, qu'est-ce que moi je peux en avoir à faire? Et évidemment, le rythme du manga qui est quand même assez long, assez lent pour des avancées assez minimes à chaque fois. Ensuite, j'ai lu le volume 9 de Deep Sea Aquarium Magmel le 5 mai. Et là, c'est un gros dommage, on va pas se le cacher. Malheureusement, à cause du rythme de parution super lent de Deep Sea Aquarium Magmel, je suis très perdu. Alors, c'est un manga très épisodique, il n'y a pas vraiment de fil rouge, où il y en a un tout petit, mais le fait d'avoir eu... Ah, attends, je vous dis ça. Ah ouais, mais ça fait super longtemps, je sais pas si c'était aussi long. Le volume précédent, c'était en novembre 2022. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu de volume. Donc forcément, je suis un peu perdu, forcément c'est un peu long. Tu m'étonnes, je pensais pas que ça faisait autant. Ah ouais, mais c'est quoi le rythme de parution? Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on va approcher d'une fin, quand même, prochainement, qu'on puisse être sûr de quelque chose. Mais oui, pour voir que c'est un manga très épisodique, très slice of life, et avec très peu de continuité importante, j'étais tout perdu avec ce rythme de parution. Et oui, ça me choque beaucoup d'être perdu alors que c'est de l'épisodique. Mais bon, on a plusieurs histoires. Tout d'abord, on a une histoire avec un père de famille qui s'est éloigné de sa famille pour cause de la vie, alors qu'il n'est pas spécialement contre le fait de les retrouver et d'être avec eux. Et son apprenti arrive à les rapprocher. Mais alors, je crois que ça avait déjà commencé le volume précédent, donc là j'avais tout oublié. Donc le retour était compliqué et la fin, largement moins touchante, on va pas se cacher. On a une histoire sur la sœur du cuisinier de l'aquarium qui doit se motiver à devenir idol. Du coup, ils passent du temps ensemble, entre frères et sœurs. Il lui cuisine un petit gâteau, et après hop, elle devient idol. Donc bon, c'est assez peu poussé et pas spécialement intéressant. Par contre, la dernière histoire m'a un peu plus parlé, puisqu'elle parle de l'acceptation de la mort, si je ne m'abuse. Vu qu'ils avaient recueilli un bébé poisson à une époque d'une espèce plutôt rare ou d'un œuf qui était coincé ou je sais pas quoi, et que celui-ci est mort, il doit faire face à l'acceptation, il y a un gros sujet, c'est très mignon, ça reprend les personnages principaux, et ça reprend un peu de fil rouge. C'est sympa cette partie-là. Parce que au final, le premier et le dernier ont des très beaux sujets. La motivation sur ses rêves est pas mal aussi, mais le traitement me plaît moins. Mais malgré les beaux sujets et le style graphique qui fonctionne toujours très bien, j'étais tellement plus dedans et je comprends pas comment c'est possible d'avoir autant décroché. Alors, oui, ça fait 1 an et demi, mais comme j'ai déjà dit, c'est un slice of life. Alors, sans doute que le slice of life, attention, hot take, fonctionne par l'attachement aux personnages et au plaisir de les voir souvent vivre leur vie. Et que là, ils s'étaient éloignés de moi, je les avais plus du tout en tête, j'étais plus du tout attaché, et que forcément, c'est un gros manque à gagner pour un slice of life. Gros dommage. Mais c'est pas le plus gros dommage, parce que j'ai lu le volume 29 de Eden's Zero le 25 mai, et c'est lui qui a récupéré la pire note des lectures de ce mois-ci. Ouh, j'ai pas aimé. Alors, je suis pas un gros kiffeur d'Eden's Zero, ça on va pas se le cacher. J'ai une très large préférence pour Fairy Tail du même auteur.
Et j'ai malheureusement toujours pas vu Rave, lu d'ailleurs. J'ai eu du mal avec le début de Eden Zero, que je trouvais assez poussif et galérien. Vers les tomes 15 à 20, j'ai beaucoup plus apprécié et mieux aimé le rythme. Et derrière, il a reboot son univers pour un univers final basé uniquement sur le bonheur et le plaisir, sauf qu'il n'y a aucun intérêt, aucun enjeu, et qu'on nous balance du world building dans tous les sens sans que ça soit réellement intéressant, fonctionnel ou utilisé. Donc c'est assez dommageable. C'est vraiment la même dernière grosse saga que Undead Unluck, mais en raté. Et en fait, là on a une grosse partie du volume où ils affrontent le Joker, qui est un personnage qui n'existait pas dans l'univers précédent, parce qu'évidemment, les personnages de l'univers précédent peuvent pas être méchants, il n'y en a pas un, sauf le Dr Muller, parce que c'est le seul vrai méchant. Tout le reste, c'est devenu des gentils, donc il faut bien créer des nouveaux personnages. Et là, c'est une IA de jeu créée par Wise the Vieux. Et oui, c'était Mimi, parce que l'IA en fait est fan de Lucie et qu'elle veut juste jouer avec elle. C'est mignon, mais bah ça suffit pas à justifier d'avoir fait 3/4 de volume sur ça, quoi. C'est assez dommageable. Parce que en fait, il y a des idées visuelles de fou dans ce combat. Vraiment, oh, c'est trop malin, j'adore. Il y a des rêves de jeux vidéo, c'est sympathique, ça se voit que... Alors c'est pas des rêves très recherchés loin, mais ça se voit que c'est un bon gamer, le petit Mashima. Mais par contre, ça raconte tellement peu de choses, hormis l'amour de l'IA pour les moments où Rebecca joue avec elle, alors que ça prend 1000 ans. Oh, c'est dingue comme c'est lent et relou. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de personnages dans l'équipage, vu que maintenant il n'y a littéralement plus aucun mort et que tout le monde est présent et que tout le monde est heureux. Alors que bah, finalement, dans le combat, il y a Wise the Vieux qui sert, Rebecca et Joker. Et c'est tout. Donc gros dommage. Et derrière, sans aucune transition, on part dans un nouveau cosmos qu'on n'avait jamais vu, et qui n'a pas réellement d'éléments particuliers, si je me souviens bien d'ailleurs. Et pendant le voyage, l'auteur nous crée des couples ou des duos sur des éléments qui n'ont jamais été mis en avant jusque-là, genre Wise Armit. Ok, genre il veut lui faire des câlins parce qu'il en a un foutre que sur une machine. Ça sort d'où, j'en sais rien, et ok, bizarre. Est-ce que ça sera utilisé ou est-ce que c'est juste pour dire hey, regardez, à la fin ils ont un couple MDR. Et directement dans le cosmos, il y a des robots qui sortent de nulle part et qu'on n'a jamais vu, qui viennent les attaquer. Et on a un petit teasing de la vérité et du secret des étoiles brillantes, que ce soit autant du côté gentil que du côté méchant, puisqu'elles semblent toutes liées, toutes les 8. Et Pino a récupéré l'indice. Alors, je pense que les combats vont pas me plaire spécialement, mais si le secret est un peu cool, ça peut être intéressant. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est assez brouillon et sans enjeu, malheureusement. Ensuite, le 25 mai toujours, j'ai lu le volume 9 de No Longer Rangers. Et c'est un petit peu dommage, un petit peu à manque à gagner. Parce que No Longer Rangers est un peu aléatoire. Le rythme est lent, il passe beaucoup de temps sur des actions, mais ça marche bien pour le côté caché de notre petit trou fiondé, et pour le côté très mystérieux de l'univers et des différents personnages qui sont nombreux et qui ont beaucoup d'objectifs différents. Et ce qui est dommage là, c'est que j'avais beaucoup aimé l'arc précédent, dans l'école avec l'enquête et l'ennemi à affronter qui balançait une boucle temporelle qui était surpuissante, donc c'était trop intéressant de voir comment gérer ça. Et là je trouve que ça piétine pendant tout le volume malheureusement, et donc bah c'est dommage. Parce que oui, il suit le Ranger vert pendant tout le volume parce que bah il a trouvé son identité secrète, donc il espère l'attaquer de manière discrète et efficace, mais on s'en fout. Enfin, pardon, mais le vert s'en fout. Donc c'est très bizarre, là je suis même pas intrigué par les secrets et les plans qu'il peut avoir qui lui font qu'il laisse le troufier de dés le poursuivre. Juste je trouve ça trop bizarre pour que ça m'intéresse. Et comme j'avais écrit, quel est l'intérêt qu'il le laisse autant tranquille, autant agir, autant essayer de le tuer ouvertement devant tout le monde, hormis pour faire un entraînement forcé pour faire évoluer le troufier dés.
bizarre. Oui, il y a beaucoup de forces autour du troufier qui commencent à bouger et à évoluer. Il y a la protection des humanoïdes qui avance et qui évolue, avec une personne qu'on connaît bien et qui est un peu liée au troufier D qui s'incruste dedans. Donc ça peut être intéressant de voir qu'elle va essayer de le soutenir alors que lui est toujours en train d'essayer de faire son invasion du monde, de manière discrète et cachée. À voir comment ça va interagir. Oui, les Rangers bougent parce qu'ils cherchent un 5e membre pour remplacer celui qui est mort précédemment. Pourquoi pas. À voir où ça va aller, à voir s'ils trouvent vraiment un autre ou si c'était juste comme ça. Il y a des forces seules qui bougent. Je me souviens plus qui exactement ou plus quoi, mais je crois me souvenir qu'il y a des forces seules qui bougent. À voir où ça va mener, parce que là, du coup c'est très très vague pour savoir où est-ce que ça va. Et j'ai bien aimé le montage final où tu vois tout le monde qui se met à bouger et à être un peu plus posé au calme avec leur petit plan tranquillement. Et Troufier D, explicité par le narrateur, qui fout un grand coup de pied à la fourmilière, enfin plutôt un coup de sabre du coup, vu qu'il fait un gros kill à la fin. Un gros kill qui était plutôt facile. Alors je pense que c'est plus les conséquences qui auront un impact que le kill en lui-même, mais le volume en lui-même c'était assez bof, assez brouillon, parce que pas assez concentré sur un sujet je pense pour moi. Genre Rangers, j'aime bien que c'est concentré sur un sujet qui j'aime bien, qui est bien construit, mais pas sur un truc trop long, comme il y a déjà eu des heures précédemment, et pas sur tout à la fois, comme il y a eu dans ce volume-là. On arrive déjà aux 2 dernières sorties manga que j'ai eues au courant du mois de mai. On va commencer du coup par Les Enfants d'Hippocrate volume 9, que j'ai lu le 26 mai. Il s'agit de l'avant-dernier volume de cette série. Pour moi, la série est quand même bien en dessous du bateau de Thésée, donc l'œuvre précédente de l'auteur. Pas aidé par ce volume-là d'ailleurs, qui est assez particulier pour être un volume 9. De là, truc cool, il est très très gros, très large, il y a beaucoup de pages, beaucoup de chapitres, donc ça c'est très sympa, parce que ça permet de caser un peu plus de choses avant la fin. Par contre, ça me perturbe autant que ça me perturbe grandement, que le fil rouge ait autant disparu, alors qu'il reste encore 2 tomes en comptant celui-là, quoi. C'est assez particulier comme idée, d'avoir fait disparaître le fil rouge aussitôt dans l'histoire du problème familial. Alors, faire le manga entier basé sur ça aurait été compliqué, mais que ça traîne un peu plus en longueur ou de lancer d'autres sujets derrière, sur les complications une fois que ça a plus accepté, ça aurait été plus intéressant. Mais, cependant, l'histoire du footeux lycéen qu'on a commencé à suivre dans le volume précédent et qui en prend encore tout ce volume-là, elle est très cool. Donc, est-ce que c'est pas un point gagné par le fait de pas s'intéresser au fil rouge ? Peut-être, je sais pas. Parce que le footeux apporte une vision très complémentaire des jeunes et des rêves par rapport à Tomomi, donc qui était la chanteuse youtubeuse qu'on a vue au début du manga et qu'on recroise régulièrement, puisqu'elle est plus optimiste au global, qu'elle est plus partageuse de ses problèmes et de ses idées, elle est plus vivante, alors que lui, c'est son rêve coûte que coûte, il veut pas trop en parler du coup pour espérer que personne brise son rêve, puis il est prêt à faire toutes les opérations les plus compliquées pour se débarrasser de tout ce qui pourrait le gêner, quitte à faire des rééducations et à se chier dessus très souvent. Voilà, parce qu'en même temps là c'est tout pour le foot, qu'importe les conséquences, qu'importe le reste. Donc ça se complète beaucoup, et leur duo quand ils se croisent et qu'ils s'apportent un peu de soutien à l'autre, ça marche très bien, ils sont mignons. Il y a pas mal de questions sur la famille du footeux et le passé de celle-ci avec la famille des héros. Parce que le père est un sacré con, qu'il a un passif pas forcément très cool avec la famille Suzuki. Là, j'ai l'air de flipper le nom au hasard, là. Je pense qu'on est pas loin. Mais qu'on est pas bon quand même. Y a pas, si vous voulez, nos petites gens. Suzuki, oh j'étais pas loin. En plus c'est ce que je pensais mais j'ai pas osé. Bref, le passif ça marche très bien, ça pose des questions sur la famille, de comment ils doivent agir dans leur système de soins. Et les questionnements en tant que médecin, c'est quelque chose d'important et de très impactant. Et justement, comme j'avais écrit, comment agir face à cette situation et ses rêves de pro. Ça marche bien, parce qu'il se passe beaucoup de questions, vu qu'il est que basé sur ses rêves et qu'il est prêt à tout, mais qu'en même temps, il y a la famille en face qui a un passif et qu'il faut pas non plus
mettre en danger, il faut faire ça le plus calmement possible pour essayer de régler ça au mieux. Donc c'est très dur et c'est très questionnant. Et comme toujours, t'as Macao qu'on suit qui est très humain, son frère qui l'est un peu moins, qui pense plus à l'efficacité et au boulot, tu vois. Mais c'est deux visions différentes qui se complètent bien. Peut-être qu'un mélange des deux, ça peut être une bonne idée. Genre s'il y a une clinique tenue par les deux, ça peut être super efficace. Quelqu'un d'humain et quelqu'un de professionnel qui marche extrêmement bien. Voilà, volume touchant, tout le monde fait au mieux, c'est très cool. Mais pour un avant-dernier volume, c'est assez étrange. Derrière, j'ai lu le volume 9 de Les Légendaires Saga, le 29 mai. Ça fait assez longtemps, je crois qu'il n'y a pas eu de volume des Légendaires Saga. Et c'est dommage. J'ai pas vu la moindre différence avec ce volume-là de la BD. Après, c'est une très bonne intrigue, je trouve le duo tome, du coup 7 et 8, je pense, en BD. Avec plus d'histoires de griffes, avec Shundé, avec les Jaguariens, et tout ceci, tout ça. Et alors bon, jusque-là, les changements n'ont pas apporté grand-chose, je vous avouerai, dans la série de manga. C'est beaucoup d'actions qui racontent pas tant que ça. Mais là, en vrai, il y avait peut-être moyen d'en rajouter un petit peu, ou de changer quelques petits trucs par-ci par-là. Et c'est assez dommageable. Mais après, vu que le prochain arc, après, c'est un arc hyper important qui va causer les premières vraies difficultés légendaires, peut-être que ça peut être cool, on verra bien. Et en même temps, du coup, je trouve ce volume un petit peu dommage, même dans son intrigue de base, parce qu'il y a des très bonnes questions autour du personnage de Griff, qui a à la fois son pays dont il avait aucune conscience, sa famille dont il avait aucune conscience, et sa mission et ses amis qui sont sur place et qu'il connaît habituellement. Et pendant qu'il se questionne sur comment essayer d'allier tout à la fois pour que tout se passe au mieux, pour qu'il puisse avoir à la fois et sa famille qu'il va découvrir et apprécier, et ses potes qui puissent à la fois accomplir sa mission et respecter son pays. Pendant qu'il réfléchit à tout ça et que c'est hyper intéressant, bam, ils sont coupés par des méchants hyper manichéens et par une trahison qui arrive comme des cheveux sur la soupe. Et pour lancer des batailles qui sont pas non plus passionnantes. Et ouais, je suis pas fan de l'ennemi de ce volume, je le trouve pas très intéressant. Mais heureusement, sur la fin, ça se rattrape. Alors, ça crée une fin facile, mais j'aime beaucoup le fait que Shundé se remette en question à la fin du volume, qu'elle ait apprécié ces 2 volumes passés loin de son père et proche d'une famille qu'elle aurait plus ou moins appris et apprécié, et qu'elle agisse par son propre chef, c'est très cool. Puis j'aime bien cette manie qu'ils ont de laisser les méchants un peu libres. Il y a eu ça avec Elisio, il y a ça avec Shundé, ça marche bien globalement. Et surtout l'action finale, où Griff met fin au jeu des dieux, et c'est ça qui marche justement. Le fait qu'ils s'énervent, qu'ils se rebellent contre les dieux, parce qu'ils sont pas censés avoir leur mot à dire, qu'ils sont plus là et qu'ils servent à rien. Ça marche bien, c'est malin. Et après du coup ça fait passer les dieux pour des énormes cons qui sont juste là pour jouer des humains, mais bon bah c'est des dieux. Voilà. Et au global, très bon questionnement au début, qui est coupé malheureusement, très bon truc à la fin, bonne idée, mais alors le cœur du volume, qui prend la plus grande partie, moins bien, malheureusement. Derrière, toujours le 29 mai, j'ai continué mon rattrapage de Gamaran, avec le volume 13, et j'ai trouvé le volume très long. Ce qui est donc dommage, parce que pour moi, ils avaient lancé l'attaque finale contre Jinsuke et son royaume littéralement à 4 contre la terre entière. Mais finalement, c'est assez long pour rien là, parce qu'on a Zenmaru, Shin et Iori qui sont montrés comme ultra balèzes, parce qu'ils affrontent facilement 1000 personnes au Zef au possible en même temps. Mais malheureusement, à pas dire qu'ils sont forts, ça raconte pas grand chose. Et si ça raconte rien, on s'ennuie un peu, même si les passes d'armes peuvent être belles. Je pourrais même pas dire si c'est le cas ou pas, ça va pas marquer, donc il y a de chances que plutôt non. Mais j'ai plutôt apprécié le fait que finalement ils ne sont pas que 4, qu'il y ait des vieux maîtres qui viennent les aider, ce qui est plutôt cohérent dans le fait qu'ils sont encore en apprentissage, encore jeunes et qu'ils évoluent dans les combats, pendant que les vieux sont là en combat pour temporiser en soi.
Et en plus, il y a un archer qui les rejoint parce qu'il a une dette envers eux selon ce qui s'est passé dans les arcs du début. Et au final, ils sont pas 4 contre une armée entière, ils sont 18. Donc tranquille en fait, je vois pas de quoi ils se plaignent. Voilà. Mais par contre, je pensais que la bataille avait commencé, mais non. Au final, c'était juste une intro assez longue et pas très réussie, montrant les progrès de notre équipe, avant de les mettre réellement en difficulté dans la suite. Et finalement, bah, c'est assez vite, parce que ça fait 3 volumes, je crois, qu'on est comme ça, et... dommage. Parce qu'évidemment, ça va pas pousser très loin, Gamaran, mais ça peut être mieux que ça, quoi. Le rattrapage continue avec le volume 14 de Gamaran, lu le 29 mai. Le volume est meilleur, alors pas de quoi se taper le cul par terre comme dit cette expression étrange, ça reste moyen, mais c'est meilleur. Attends, la première phrase c'est mieux, Gamma contre un type là. Ah oui, donc ouais, finalement Gamma fait un petit combat de son côté tout seul, face à un ancien de leur école, donc il y a un petit peu de trucs cool racontés de ce côté-là, avec des gens qui quittent l'école pour espérer avoir plus de pouvoir, et pour un désaccord niveau idée et niveau utilisation et apprentissage du pouvoir. Pourquoi pas, ça passe plutôt bien si c'est un peu déjà vu. Et en plus de ça, ça fait un gros obstacle et un gros apprentissage, parce que celui-ci a littéralement une défense ultime, puisqu'il apprend en 2 secondes et demie les techniques et les habitudes des adversaires qu'il affronte. Voilà. Et finalement, Gamma arrive à le passer parce qu'il est motivé. C'est la justification qui est donnée au moment où il fait une attaque forte qui réussit à passer au travers de la défense de son adversaire. Donc au global, c'est un peu construit étrangement, on va pas se le cacher. Mais Gamma évolue plutôt bien. Donc écoute, on prend. À voir la suite. Et avec le prochain combat qui risque d'être un peu violent et qui est déjà donné. Puisque du côté des ennemis, on nous présente un nouvel adversaire qui est violent au possible, soif de sang, langue qui sort, malade mental, et même quand il est encore dans son camp. Et du côté des héros, on voit Zenmaru qui aimerait bien avoir son tour et être mis en avant comme Gamma. Donc le combat suivant est tout tracé. Et ça tombe bien, puisque le 30 mai, j'ai lu le volume 15 de Gamaran, que j'ai trouvé moyen aussi, mais qui présente bien ce combat-là. J'ai écrit encore mieux, mais ça rame toujours un peu. Et je pense que c'est pas incohérent comme critique. Alors, plutôt logique vu que c'est la mienne, hein, on va pas se le cacher. Ça serait con que je juge ma propre critique comme incohérente. À un moment, il s'agirait de réfléchir avant de parler, mon petit monsieur. Alors déjà, truc bizarre et un peu con, mais littéralement, toute notre équipe de héros se moque ouvertement de Zenmaru devant lui, parce qu'il est encore trop nul, il est vraiment loin de Gamma, il a pas du tout appris pareil, il a un gros point faible, mais au lieu de juste lui expliquer, il se fout juste de sa gueule. Ce qui est une façon étrange de le motiver, et ce qui fait surtout qu'il part tout seul, alors qu'ils étaient tous cachés en attendant la vraie attaque qui commence le lendemain, je crois. Et donc il se fait attaquer par le monstre violent et malade qu'on a vu en fin de volume précédent. Lui aussi, lui parle de son point faible, et du coup on a un beau combat, et comme prévu, Zenmaru perd. Hein? Comment ça Zenmaru perd? Il était pas censé apprendre de son point faible pour évoluer et devenir plus fort? Et non, évidemment. Finalement, il apprend pas tout seul, parce que le prof tout jeune là qu'ils ont eu dans l'arc d'entraînement précédent, le blond avec les lunettes, vient et gère tout seul. Il fait le combat, il apprend le point faible de Zenmaru, et il gère tout. Et c'était plutôt intéressant et mignon, parce que finalement ce personnage est content de plus être seul, et d'être qui il est. Parce qu'en fait, il est né avec un corps très faible, mais il a un gros apprentissage théorique et technique tout seul dans son coin, parce que son corps peut pas se permettre de faire autre chose, donc il a fait avec ses défenses, avec ses défauts et ses faiblesses, ça marche bien. Donc c'est ce qu'il apprend à Zenmaru, ça d'ailleurs. Sauf que pour son entraînement et tout, il a toujours été seul, loin des gens, tout triste, et là il est content d'avoir enfin des amis. Donc il s'est mis de ce côté-là,
La construction de Zenmaru est plutôt intéressante parce que c'est pas par la victoire qu'il apprend, mais par la défaite. Et c'est sympa. Et pendant ce temps-là, t'as Iori qui va aider le duo de vieux. À voir. Et justement, c'est tout vu, puisque le 30 toujours, j'ai lu le volume 16 de Gamaran, et c'était moins bien. On est retourné dans la catégorie C, malheureusement. Parce qu'en fait, Iori est dans un combat difficile, contre des gros ninjas balèzes avec des armes stylées et plein de plans intéressants. Mais ça marche pas du tout, parce que Iori est juste trop puissant. Pour l'instant, depuis le début, il a jamais été mis en difficulté. Il gère tout tranquillement, il fait tout facilement, et donc c'est assez peu intéressant, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, quasiment. Et c'est dommage. Et la justification de sa victoire, c'est juste qu'il s'est investi dans le combat. Genre juste s'investir dans le combat, ça lui suffit pour être plus fort que tout le monde dans son manga. Comment tu fais faire des enjeux avec ça ? Hein, juste comment ? Et pendant ce temps-là, t'as Jinsuke, donc le gros boss final, qui se fait attaquer par un de ses sbires qui veut se venger. Alors, vu que je connais pas du tout qui est ce sbire, je suis un peu perdu et un peu bof. C'est plutôt simple, autant dans l'idée que dans la victoire de Jinsuke, mais ça montre qu'il fait pas l'unanimité, ça justifie un peu pourquoi est-ce qu'il y a au moins un traître, si ce n'est un groupe de traîtres, autour de lui, qu'on a pu le voir dans le volume précédent. Voilà. Et finalement, on a Gamma qui reste à la maison, au camp de base, pour protéger les blessés, donc Zenmaru et le prof. Et ils se font attaquer par le chauve complètement malade et fou de lui, qui est apparu dans le petit tournoi du début. C'est ok au global. Il y a beaucoup d'armes différentes qui sont présentées, autant avec le traître qu'avec les ennemis d'Iori. Mais c'est pas passionnant, c'est très simple, ça va tout droit. Iori bloque absolument tout fond et tout intérêt. Jinsuke aussi. Et pour l'instant, le côté trahison, c'est pas assez poussé, pas assez développé pour que ça soit intéressant, que ça mène à quelque chose qui marche bien. Mais je reste curieux. Enfin, dernier manga lu ce mois-ci. Toujours du coup le rattrapage Gamaran. On approche déjà de la fin pour voir qu'on était dans le tome 7, je crois. En mars. Qu'on a fait 5 tomes puis 5 tomes. Donc je l'ai lu le 31 mai. Il reste plus que 5 tomes pour finir. Donc normalement, je crois, dans mon budget de juin, ça passe. Donc il y a moyen que dans le mois prochain, on ait terminé Gamaran avec les volumes 18 à 22. Mais bon, c'est pas non plus... une œuvre qui était dommage de ne pas avoir rattrapé. Je pense que j'ai des trucs mieux à rattraper, mais je suis même pas sûr. Parce que j'ai le manga sur l'alpinisme de Taniguchi, Le Sommet des Dieux. J'ai Family Compo, de l'auteur de City Hunter, Tsukasa Ojo. J'ai Birdman on en est à jour. Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. Attends, ça va prendre 3 tours et demi si je fais ça Manga Collect. Manga Collect. Collection complétée. J'ai Todag. Pour l'instant, j'ai un tome sur 22. Kamuya Ride. J'ai 2 tomes sur 7. Mob Psycho 100, j'ai 4 tomes sur 16. Family Compo, j'ai 1 tome sur 12. Gamaran, j'ai 17 tomes sur 22. Chopperman, c'est pas à moi et j'en ai rien à faire. Ayame Hiro, il manque toujours le tome 8. Neuro, il manque toujours le tome 21. Le Sommet des Dieux, j'ai 1 tome sur 5. Et les One Piece Guidebook, on s'en fout. Voilà. Bref. Volume qui était moyen. Le combat de Gamma est plutôt cool. Un peu par son adversaire, qui est vraiment fou de lui, qui veut absolument qu'il devienne plus fort, qui veut le détruire, qui veut, je pense, lui faire des choses pas très catholiques également. Mais ça marche bien. Et même il est fou tout court. Il a littéralement une armure de cheveux. C'est efficace parce que bien tressé les cheveux c'est bien solide. Mais son armure est faite avec les cheveux de ses victimes. Et vu la taille de l'armure, ça fait beaucoup de victimes là. Il a scalpé tout le monde là, super. Voilà. On a Gamma qui galère et qui prend cher, comme dans absolument chacun de ses combats, vu que littéralement chacun de ses combats c'est un entraînement pour la suite. Et il gagne sans rien apprendre réellement, juste il est super malin. Donc le final est assez déceptif.
Parce qu'en fait, bah, d'abord, il arrête de protéger ses alliés, et passe entièrement à l'attaque, et là, il gagne un grand coup. Puis après, bah, il est juste malin, en fait, et ça passe. Donc je trouve qu'il a pas appris grand chose, malheureusement. Alors qu'il aurait pu, avec un ennemi pareil, qui est aussi fou de lui, qui aurait pu le laisser un peu gagner, le laisser un peu avancer, évoluer. Parce qu'il est fou de lui et qu'il veut le tuer dans sa forme. Tu vois, il y avait un plan tout tracé. Basique, et pas très malin, mais tout tracé. Et là, bah, du coup, il y a rien. Par contre, c'est un peu cool quand l'ennemi est bien à terre, bien découpé, mais qui se relève quand même. Le deuxième final marche bien. Et derrière, t'as l'équipe qui se rassemble, quasiment tous ensemble, non? Et bon, il y a un traître qui se révèle, et qui est lié à l'empereur du pays, qui veut pas voir Shinsuke prendre du pouvoir. Mais bon, bah, faudra voir à quoi ça sert, parce qu'il reste plus que 5 tomes déjà, et qu'il reste encore beaucoup de commandants. Il reste encore beaucoup de combats qui ont été laissés en suspens depuis le début des arcs, et beaucoup d'intrigues en suspens. Puis Shinsuke à battre, puis beaucoup de niveaux à gagner. Est-ce que le traître ça va être utile et pertinent? Je suis pas convaincu. D'autant plus qu'ils ont encore fait venir un nouvel ennemi, qui est un ennemi avec un physique pas du tout humain, et qui peut se battre en étant sous le sol, ce qui va apporter une diversité encore bienvenue. Et en plus c'est Shin qui a décidé de rester en arrière pour s'occuper de lui. Et enfin, on attaque la dernière catégorie de cet épisode, avec une série. J'ai fini la saison 1 de Fiasco le 16 mai. On a regardé ça avec mon petit frère sur 3 jours différents. La série fait que 7 épisodes de 40 minutes, donc on a dû faire 1 épisode, 2 épisodes et 4 épisodes je crois, peut-être un truc comme ça. Et moi j'aime beaucoup, c'est très mon humour. Je pense que je préfère quand même Family Business, la série précédente de Igor Gottesman, que je trouve quand même plus drôle et plus pertinente dans ses personnages et dans leurs relations. Alors sans doute aidé par le fait que c'est 3 saisons et que c'est un peu plus de 7 épisodes par saison. Donc ça aide à prendre plus de temps et à avoir un truc plus complet et plus développé. Mais voilà, de toute façon le but c'est pas de comparer, je vais passer un bon moment, ça marche bien. Il y a beaucoup d'humour, de malaise et de nullité. Il faut aimer ça et pas être dérangé par ça. Parce que si tu t'arrêtes au fait que l'humour est nul volontairement, et c'est de là que ça devient drôle, mais que toi tu te bases juste sur le fait que l'humour est nul, bah c'est bloqué. Si c'est pas ton style d'humour, bah compliqué. Mes personnages préférés c'est très largement Tom, donc joué par François Civil, et Jean-Marc, joué par un acteur que je ne connaissais pas, et dont j'ai pas le nom, Jean-Marc Fiasco. Pascal Desmolons, bien sûr. Je sais pas dans quoi il a joué, mais je crois pas l'avoir vu quelque part d'autre. Ouais, il a joué dans beaucoup de trucs. Ah, il était dans Five. Ok. Bah j'ai oublié, ça me dit rien. Il était dans Toi non plus tu n'as rien vu. Oui, du coup ça je m'en souviens du coup. Vu qu'on en a parlé ce mois-ci. Voilà, et c'est tout. Là où j'ai pu le voir. Bref, je les ai beaucoup aimés parce que je les trouve à la fois très touchants et à la fois hilarants. Ah, Jean-Marc, j'aime beaucoup son style de faire croire qu'il connaît beaucoup de choses alors qu'il connaît rien du tout, qu'il sait avoir partout ce qui est possible, qu'il connaît rien au monde internet et au monde de l'affluence, au monde du buzz, alors qu'il est un peu censé être lié à ça par son métier, et qui fait tout semblant en mode oui, ça je le savais, hein, c'était un test, oui, oh, bien sûr, oh là là, je savais. Et de la petite interview qui dit non, mais en fait je savais pas. Parce qu'il assume être un peu bête et pas avoir, mais pas devant les gens. Ou pas devant les jeunes qui souhaitent impressionner. Et ça marche bien. Et Tom, il est juste débile. Oh, quand il arrive, qu'il fait sa première scène en tant que viking, il est ridicule. Quand il fait sa scène en tant que viking dans la série, ça marche très bien aussi parce qu'il connaît pas son texte et il joue comme un pied. Puis il est touchant et une très belle relation avec le personnage principal. Il est drôle. Voilà. Et en plus, ils forment un très beau duo dans la série, donc ça marche bien. C'est mes deux personnages préférés ensemble. Nickel, hein. Derrière, en plus, la série se moque pas mal du cinéma français, avec des acteurs qui partent pour le moindre élément minuscule de bad buzz qui est pas prouvé du tout, et avec des acteurs très peu agréables qui sont joués par Vincent Cassel, exactement comme dans la série Platane. Bizarre. Où bah, ça parle évidemment des problèmes de budget, ça parle de la réécriture, ça parle de plein de petites choses qui passent pas très bien dans le cinéma français. Bon, pas que français évidemment, mais là du coup c'est lié au cinéma français.
il y a malheureusement des blagues potaches sur le caca. Alors, ça marche bien par le fait que c'est en direct et que c'est lié quand même à un sujet hyper important, hyper sérieux. Mais bon, je suis pas un grand fan du l'humour caca, donc ça c'est un peu dommage pour moi. Mais le reste, c'est bien sympathique, ça m'a plu. Ça m'a plu, tout simplement. Petit bémol encore, la fin et le paiement sont pas très poussés. Le dernier épisode me paraît un petit peu en deçà. Parce que on découvre qui est la taupe qui a créé beaucoup de problèmes. C'est finalement assez évident quand tu vois le début du dernier épisode. Mais, c'est pas très poussé dans la réaction des gens, où ils découvrent que c'est lui et rien. Et après, en plus, il meurt tout seul comme un gros débile, en voulant essayer de pousser encore plus loin le fait de filmer à tort et à travers tout ce qui se passe et tout ce qui pourrait mal tourner. Donc encore une petite critique, mais ouais, fin et paiement pas assez poussé. Se faire avoir juste par le vice sans que personne n'ait pu réagir quoi que ce soit avant, c'est un petit peu dommage, il y avait moyen de faire un peu mieux. Par contre, il y avait une super méta sur la série Fiasco à la fin. Parce que ça va spoiler la fin, mais c'est pas très important, la série ne se joue pas réellement sur ça. Mais bon, je vous invite à sauter si ça vous fait peur. Mais on découvre que c'est le personnage joué par Igor Gottesman qui est le traître. Et dans la série Fiasco, il sort une série documentaire sur le film du personnage principal, qui s'appelle Fiasco, pour montrer à quel point le tournage s'est mal passé, ce qui était dans le principe de la série de base. L'acteur principal de son reportage, du coup, c'est Pierre Ninet. Enfin, le personnage de Pierre Ninet, alors que c'est l'acteur principal de la série. Igor Gottesman dit qu'ils ont écrit ça ensemble, ce qui est le cas, ils ont vraiment écrit Fiasco ensemble. Il y a un côté très méta qui marche bien. Alors, du coup, ça apporte la solution facilement, mais c'est pas un thriller, la série. Donc, ça marche bien, cette idée méta, et puis c'est cool d'avoir un peu de méta. Littéralement, tu retrouves dans la série que tu regardes, écrite par les mêmes personnes, et avec le même principe global de montrer un tournage qui se passe mal. C'est sympa, c'est un petit bonus en plus. Voilà. Au final, c'était une série que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvé très fun, même s'il y a un rythme un peu lent. Voilà qui conclut notre épisode de mes œuvres du mois de mai. Je finis d'enregistrer le 3 mai. 3 juin, sinon 3 mai c'est un peu tôt ça. C'est une dinguerie. J'ai genre 20 jours d'avance sur les 2 mois précédents, ça n'a aucun sens. Qui suis-je ? Rendez-moi moi, en fait, littéralement. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé des œuvres dont j'ai parlé dans ce podcast, à me partager ce que vous avez découvert au courant du mois de mai. On se retrouve assez régulièrement sur Twitch pour plein de choses très très cool. Sinon, sur ma chaîne de rediff, si vous n'avez pas le temps de venir sur Twitch, ou sinon sur cette chaîne-là, pour un épisode mensuel sur mes œuvres du mois, et j'espère un jour peut-être un gros travail qui sort sur Areadi. On verra bien quand, on verra bien même si ça sort. Mais bon, on se retrouve un moment ou un autre sur internet. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à commémorer bientôt.